Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et nous allons évoquer aujourd'hui les relations extra-conjugales, terme qui peut-être aujourd'hui n'est plus très à la mode, mais c'est un terme qui existe depuis très 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 longtemps, même si auparavant c'était plutôt les hommes qui allaient voir ailleurs, comme on dit. Dans l'expression adultère, il y a 2 mots et peut-être qu'il faut leur redonner tout leur sens. Il y a adulte et il y a terre. Et en effet, les relations extra-conjugales, lorsqu'on est entre adultes, devraient peut-être se taire. Et malheureusement, à notre époque, on parle plutôt de transparence. C'est vrai que c'est plus tout à fait dans l'air du temps de se taire. Pourtant, être infidèle, ça provoque une certaine culpabilité. Et c'est d'ailleurs le sujet que nous propose aujourd'hui Philippe Breneau. Quel est votre rapport avec la culpabilité lorsque vous avez envie d'avoir une relation avec quelqu'un d'autre que la personne avec qui vous vivez? Est-ce que c'est normal de se sentir coupable? Alors j'aime rappeler qu'il faut d'abord s'occuper de soi-même, puisque je le dis très souvent, nous sommes la personne la plus importante pour nous, hein, bien sûr. Alors qu'est-ce que ce serait si on refusait de se faire du bien? Est-ce qu'on ne se sentirait pas aussi un peu coupable? Voilà, c'est un sujet, je le reconnais, un peu délicat, mais je vous invite en tout cas à venir témoigner en nous appelant au 0826 300 300. Bonjour Philippe Breneau. Oui, bonjour Brigitte. Alors, c'est un sujet que vous avez eu envie d'aborder parce qu'une de vos étudiantes a lancé cette enquête sur le net, hein, et on invite évidemment nos auditeurs également à y aller. Allez-y, racontez-nous. Oui, alors effectivement, c'est pas moi qui en ai eu l'idée, hein, c'est cette étudiante, elle a une consultation d'ailleurs de sexologie, Marie Frugier. Est en formation de sexologue et elle a cette idée parce que elle le voit autour d'elle, elle est dans une tranche d'âge entre 25 et 30 ans et elle a cette vision à travers justement des yeux de chaque génération qui sont différents et elle veut faire un travail que j'ai trouvé tout à fait passionnant, donc qui explore, même si on n'a pas eu de relation extra-conjugale, qui explore notre imaginaire de la relation. Alors, extra-conjugale, disiez-vous, il y avait adultère, extra-conjugal. Aujourd'hui, les plus jeunes parlent d'extra-couple. Bon, peut-être ça dédramatise un petit peu plus. Et je crois que c'est très intéressant, alors pour toutes les auditrices, tous les auditeurs que ça intéresse, le lien avec ce questionnaire est en ligne, il est totalement anonyme, il vous prendra une dizaine de minutes, mais il va faire réfléchir, même si on a eu peut-être une relation il y a longtemps, ou une relation qui existe actuellement. Ça peut nous faire réfléchir, par exemple, ce que demande Marie Frugier, enfin dans son questionnaire, c'est qu'est-ce qui va caractériser cette relation? Bien, à partir de quand est-on extra-couple? Est-ce que c'est embrasser sur la bouche une autre personne? Est-ce que c'est caresser, faire des caresses intimes? Est-ce que c'est carrément quelque chose de l'ordre du rapport sexuel? Est-ce que c'est simplement le fait d'aller boire un verre ou dîner en tête-à-tête? La relation à plusieurs, la relation avec quelqu'un d'autre. Et en définitive, je crois que c'est assez intéressant pour chacun de nous pour se resituer dans la relation dans laquelle on est, qu'elle appelle la relation officielle. Et en définitive, peut-être qu'on va parler à travers cela, à travers les témoignages des auditeurs, des auditrices, peut-être du désir, parce que la grande difficulté quand on est en couple, c'est le maintien du désir avec le partenaire que l'on peut appeler officiel. C'est-à-dire que il s'atténue naturellement avec le temps, parce qu'il y a l'habitude des gestes et ainsi de suite. Il s'atténue beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes. Il y a beaucoup de travaux qui l'ont montré. Par contre, il est tout à fait en exacerbation dès que l'on rencontre un partenaire ou une partenaire nouvelle. Et c'est d'ailleurs ce qui amène... Et ce notamment lorsqu'on est plus jeune, arrivé à un certain moment, quand on a eu beaucoup d'expérience, éventuellement plusieurs partenaires, on est plus à même d'accepter de renoncer, si je puis dire, à une nouvelle expérience qui Alors nous a... c'est vrai aussi, mais ça donne souvent une illusion, c'est-à-dire que c'est la bonne personne, puisque je sens une excitation importante. Et l'histoire, simplement pour terminer,
de l'entretien du désir dans le couple, on voit très souvent, moi je vois très souvent des patients, hommes ou femmes, qui viennent parce qu'ils ont moins de désir. Ils sont embêtés parce que la relation se modifie. Mais je leur demande si vous avez un intérêt pour des relations extérieures, non pas pour les avoir, mais tout simplement pour maintenir la séduction. Ah non, je me suis interdit la séduction dès que j'ai été en couple. Mais c'est justement la chose difficile, c'est-à-dire pouvoir rester dans une relation peut-être de l'ordre de la séduction sans qu'il y ait le passage, on le décide à tel ou tel niveau, et continuer une relation exclusive. C'est compliqué, puis après il y a aussi des gens qui vont décider qu'on est un couple ouvert, qu'on n'est pas exclusif. Donc c'est peut-être l'ouverture vers la compréhension de tout cela. En tout cas, ce qui est intéressant évidemment, c'est ce qui bouge dans le couple. On sait très bien en 50 ans, les choses ont énormément bougé. Et c'est vrai que depuis 2000, les années 2000, ça bouge encore beaucoup. Ces derniers temps, le polyamour est très 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 à la mode, mais en même temps, je ne sais pas s'il y en a énormément. Dans les médias. Oui, voilà, dans les médias, oui, parce qu'il faut parler de quelque chose de nouveau. Voilà, mais je suis pas sûr qu'il y ait tellement de gens qui s'y adonnent. Et puis je crois qu'il y a aussi une chose qui est très très nouvelle, c'est que l'engagement profond, à part peut-être encore chez les personnes qui sont très croyantes, est en perte de vitesse. On voit bien qu'il y a pratiquement un couple sur deux qui divorce. Même avec des très jeunes enfants, on trouve normal de se séparer. Enfin, tout ça, c'est quand même aussi très très nouveau. Oui, c'est très nouveau. C'est-à-dire qu'il y avait, quand on était dans une conception traditionnelle, un petit peu traditionnelle de la famille, tout en étant très libre, eh bien, il y a une dizaine d'années encore, moi je vois des gens dans des milieux confessionnels, chrétiens, juifs ou même musulmans, dire non, de toute façon, nous resterons ensemble même si ça ne va pas. Aujourd'hui, on dit si ça colle pas, on va se séparer. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Ça bouge beaucoup. Après, on sait très bien que naturellement, l'être humain n'est pas fidèle au sens de sa nature, bien sûr. Après, la fidélité, ça a été plutôt une institution sociale. Il faut peut-être le rappeler aussi. Ah, ça a été une institution patriarcale pour la pureté de la lignée masculine, c'est-à-dire que il fallait surtout pas qu'il y ait d'écart féminin, puisque c'était la possibilité à des moments où il n'y avait pas de contraception. Oui, un enfant illégitime. La possibilité d'avoir effectivement quelque chose qui s'éloigne de la pureté masculine. Et les hommes ont toujours toutes les lois ont facilité ou plus ou moins accepter l'adultère masculin et pas du tout l'adultère féminin dans quelle que soit la société. Sauf qu'aujourd'hui ça a bougé. Alors aujourd'hui, la dernière enquête sur la fidélité justement a montré que les femmes. Que de femmes, bien sûr. Non, c'est toujours les hommes qui tiennent le pompon, mais les femmes sont en train de rattraper les hommes, ce qui se comprend tout à fait avec la parité sociale, avec la capacité de travailler. Les femmes se sentent moins coincées, si je puis dire, dans le couple. Oui, c'est pas facile, parce que ça donne beaucoup d'instabilité, ça donne ce qu'on appelle des couples dysfonctionnels, parce que c'est de la fragilité lorsque la confiance en l'autre s'atténue, et c'est bien difficile les couples dits ouverts où j'accepte. Si je le sais pas, ou j'accepte, oui, mais quand je suis confronté à la réalité, c'est pas pareil. Donc on va parler de tout ça avec vous, et vous allez nous dire ce que vous en pensez. Moi, j'ai tendance à rappeler que le couple, c'est comme la démocratie, c'est le moins pire des systèmes. Mais en même temps, on constate aujourd'hui une nette augmentation de l'anxiété, plus de 30%. Peut-être que ça vient de là aussi, ces déchirements, cette incapacité à avoir une famille ou un socle où on peut avoir confiance. La question peut se poser quand même. Oui, l'anxiété, elle est très liée, mais ça se voit depuis une vingtaine d'années, au raccourcissement des tranches de vie. C'est-à-dire que même on le voit parmi les jeunes qui savent, qu'ils voient autour d'eux des tranches de vie de leurs parents, des tranches de vie des proches,
Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est anxiogène. On sait que dans l'échelle du stress, une séparation et d'autant plus un divorce, ça c'est très en haut de l'échelle. Hein, donc tout ça n'est pas anodin non plus. Bref, on en parle dans un instant, notamment avec Bruno qui nous a déjà rejoint. Et si vous aussi vous avez envie de donner votre avis ou de participer à cette enquête dont parle Philippe Bruno, vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Quand on ne se fait pas entendre, nous agriculteurs, on parle de nous que pour le salon de l'agriculture, quand on a le président qui va caresser le cul des vaches, comme on dit. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Bruno est avec nous et on se pose cette question, est-ce que c'est notre faute quand on va voir ailleurs, notre faute, notre très grande faute, n'est-ce pas Philippe Bruno? Autant femme qu'homme. Ah bah quand je disais ça, je parlais en règle générale de l'être humain, je ne parlais pas que des femmes. Bonjour Bruno. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Bruno. Alors, allez-y, dites-nous, donnez-nous votre avis, on vous écoute. Mon expérience, plutôt, j'étais dans une vie antérieure mariée et il y a eu un adultère de la part de mon ex-femme et dans l'année qui a suivi, moi-même, j'ai eu une aventure extra-conjugale et à la fin, quand on parle de faute, en tout cas de ma part, c'était pas tellement un problème de faute, mais par contre de culpabilité dans le sens où je mets rapidement des sentiments dans les relations et donc c'est pas pour moi c'est pas du tout confortable en fait. J'arrive pas du tout à dissocier dans une relation le corps de l'esprit, de l'attachement, etc. Donc finalement c'est assez embrouillant, pas du tout confortable et assez peu plaisant pour dire vrai. Donc aujourd'hui j'ai refait ma vie et je suis de nouveau en couple stable, mais en fait si je peux avoir du désir, du fantasme sur d'autres partenaires potentiels, d'autres femmes, etc. Si j'en ai le désir, j'en ai pas la volonté, parce que je veux dire dans le passage à l'acte, j'aurais beaucoup plus d'inconfort que de réel plaisir, je pense. En tout cas, c'est intéressant parce que là, vous parlez de votre expérience et comme je le dis souvent, malheureusement, l'expérience des autres ne sert pas. Mais ce que vous dites est tout à fait intéressant. Moi, d'ailleurs, je le disais parfois en plaisantant. Il y a longtemps que je l'ai pas dit, donc je vais le redire. Quand on veut avoir des relations extra-conjugales, si on veut pas d'emmerde, il faut jamais baiser avec la même femme de plus de 2-3 fois, parce qu'après, on risque d'avoir des sentiments. C'est l'adultère soft. N'est-ce pas? Ouais. Vous confirmez, Philippe? Oui, mais c'est intéressant, Bruno, ce que vous dites, parce que vous dites d'abord, ça vous est arrivé d'une certaine façon presque contraint d'avoir une relation extérieure, mais moi je dis souvent relation extérieure, alors que il y a des tas de travaux qui ont montré que, par exemple, sur des populations hommes-femmes, peut-on faire avoir une sexualité sans amour? Il y a une majorité d'hommes et c'est beaucoup moins partagé par les femmes. Alors que vous avez une sensibilité peut-être féminine qui vous donne beaucoup de culpabilité et qui vous met, comme vous le dites très bien, qui vous met très mal à l'aise. Donc vous n'avez pas envie de vous retrouver dans la même situation. Et je crois que c'est ça qui va être le plus grand frein. Parce que le gros problème au niveau de la sexualité masculine, c'est que pour beaucoup d'hommes, il n'y a pas de culpabilité, parce qu'on peut faire l'amour sans amour, j'allais dire. On peut avoir une sexualité sans amour. Et c'est là un petit peu compliqué, parce qu'en face, ça va pas être forcément compris de la même façon. Mais de toute façon, votre couple, si j'ai bien compris, n'a pas survécu à ces extras. Il a presque une dizaine d'années après qu'il a continué. Ah oui, donc vous avez su de toute façon l'un et l'autre, vous pardonner à vous-même et pardonner à l'autre. Bah oui. Disons que moi j'ai pas fait l'erreur de mon ex-femme, c'est-à-dire que je l'ai pas dit. Oui. Donc vous n'étiez pas si coupable, que ça. Donc, moi j'ai dû vivre avec, et c'est vrai que c'était une expérience là aussi assez marquante dans le sens où c'est assez étonnant, c'est peut-être la douleur émotionnelle la plus forte que j'ai eue de toute ma vie à l'époque et qui aujourd'hui ne me fait plus aucune douleur du tout. C'est assez étonnant de vivre ça, d'avoir l'impression d'avoir les doigts pris dans une porte au moment où ça arrive en termes d'intensité. Oui. Et
quand j'y repense maintenant, mais c'est vide, c'est zéro. Enfin, émotionnellement, il n'y a plus aucune trace de quoi que ce soit. Mais c'est ce que beaucoup de gens pourraient dire, hein, parce qu'en fait, au moment où on est avec quelqu'un et qu'on découvre, ou qu'on l'apprend, ou qu'elle nous le dit, qu'importe, c'est une grave estime à soi-même. Hein, de toute façon, c'est une douleur phénoménale. Et puis après, par la suite, surtout si vous n'êtes plus avec elle, de toute façon... c'est ça qui est assez étonnant, et c'est ça qu'il faut quand même qu'on comprenne bien, je crois, Philippe. C'est que les sentiments, c'est quelque chose qui n'est absolument pas gérable sur un plan rationnel. Ah, on ne décide pas des sentiments. On peut décider d'avoir une intimité ou autre, d'avoir des actes, ça c'est de l'ordre de la décision. Les sentiments, et vous le dites bien d'ailleurs, vous vous êtes retrouvé en étant mal à l'aise. Il y a un petit conseil, moi, que je donne souvent, vous dites, mais la différence, c'est que moi je n'en ai pas parlé. Moi je dirais qu'une relation extérieure, quelle que soit la façon dont ça arrive, je crois qu'il faut vraiment réfléchir si on en parle ou non. Parce que très souvent, on se dit, je veux être transparent. Il faut bien y réfléchir. Ça peut déstabiliser ou détruire le couple. Ça peut, même si ça a été dit, tiens, mais tout est possible, mais il faut absolument que je le sache, et ainsi de suite. Et là, vous allez vous retrouver souvent sous le coup de tas de questions. Et là, je crois qu'il faut pas y répondre, parce que une relation qu'on a de façon extérieure, ça appartient aux deux personnes qui la vivent. Ensuite, c'est un problème éthique, moral avec soi-même, que de voir si je continue avec la personne avec qui je suis. Mais je ne partage pas ce que j'ai vécu avec l'un ou avec l'une, avec par exemple mon partenaire habituel. Je crois qu'il faut vraiment être très clair, et c'est un conseil que je donne parce que j'ai vu tellement de fois. Oui, ça a été su, mais maintenant, il ou elle me demande des détails. Plus vous allez dans le détail, ça termine votre couple. Où on accepte, eh bien, tu as eu quelque chose qui s'est passé extérieurement, et où tu n'en as pas eu. Mais je veux dire, on ne va pas dans le détail. Mais Bruno, avec le recul, pourquoi elle vous l'a dit, à votre avis? Pour vous faire réagir, pour se déculpabiliser? Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui? Aujourd'hui, je dirais que je pense qu'on était pas mal chanceux du monde pour pouvoir se toucher de manière très forte quand on voulait faire mal l'un à l'autre. Ah oui, se toucher, d'accord, dans ce sens-là, oui. Donc c'était pour vous faire mal. Oui, je pense. Je pense que j'avais touché précédemment lors d'une dispute, dans la colère. D'accord. Voilà, elle a sorti le bouton nucléaire. Oui, et ça a marché d'ailleurs. Hein. Oui. Visiblement, ça vous a terriblement blessé. Oui, c'est là où on voit. Alors après, elle l'a peut-être fait d'une manière très instinctive, et peut-être que après, elle s'en est voulu de vous l'avoir dit. Je ne sais pas. Je pense pas. C'est tout ça qui a été très long et très difficile à gérer, c'est que si à la limite il y avait eu une explication en disant moi j'ai fait une erreur et j'aimerais qu'on passe sur autre chose, etc. Mais à un moment donné c'était presque faisant ce que tu dois faire d'ailleurs, et c'était presque un chemin autour de la responsabilité. Vous pensez, chez toi. C'est ça. Vous pensez même qu'elle vous incitait presque à aller dans le même sens. Bien, vous l'en avez pas. Non, du tout. Non, c'est pas ça. Ça aurait été, mais maintenant les conséquences, c'est pas mon propre, c'est plus ma responsabilité. Je pense que c'est bien de ta faute si je suis allé voir ailleurs, donc maintenant c'est sur la table. Donc quoi qu'il se passe maintenant, qu'on se quitte, que tu me pardonnes, qu'on passe à autre chose, ça devient ton problème et c'est plus le mien. Oui, je crois qu'il y a des soucis parfois dans le couple, c'est justement la chasse à la responsabilité. Ouais, enfin, c'est une façon aussi de dire je ne suis plus tout à fait dans le couple aussi. Parce que quand même, on renvoie pas la faute à l'autre et débrouille-toi avec. C'est quand même un peu particulier, là. Elle vous a mis sur la touche, et les 10 années suivantes ont sûrement pas été très faciles. Voilà, on va dire que... Mais après, c'est un autre sujet. Je pense que c'est Milan Kundera qui dit toute la relation est contenue lors de la première rencontre. Et je pense qu'il y avait beaucoup... Dans cette relation, beaucoup de choses qui auraient formulé un attachement ou un couple qui faisait couple. C'est pas pour rien qu'on a resté pendant des années ensemble. Mais il y avait juste dedans, il y avait malheureusement parfois un schéma un peu bizarre qui faisait que justement entre coupable, bourreau et victime, ça marchait très très bien entre nous, et donc
je dirais rétrospectivement, je regrette rien, de toute façon, le passé est le passé, mais je pense que dès l'origine, il y avait quelque chose qui malheureusement contenait en lui-même la genèse de quelque chose qui n'était pas viable définitivement. Oui. Vous êtes en tout cas très, très lucide et merci de votre témoignage parce qu'il est en effet très clair et ça fait du bien d'entendre des gens qui ont su justement analyser leur vie sentimentale. Merci Bruno, merci beaucoup. Merci à vous. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant avec vous aussi au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Philippe Bruno et on se pose la question du couple, les nouveaux couples. Et oui, ça bouge. Et on se pose aussi la question de la culpabilité lorsqu'on a des désirs ailleurs de sa relation principale. Béatrice, bonjour. Oui, bonjour à vous, Brigitte et Philippe. Bonjour Béatrice. Eh bien, merci de témoigner. On vous écoute, allez-y. Oui, alors moi, je voulais témoigner dans le sens où c'est possible d'évoluer aussi dans sa façon de penser. C'est-à-dire, moi, j'ai 53 ans, je me suis mariée, j'ai connu un seul homme à 20 ans et je me suis mariée avec lui. J'ai eu 3 enfants, je suis restée mariée pendant 30 ans. Jusqu'au moment où je me suis dit, pour sortir de ce couple, pour sortir de la fidélité, en fait, où je l'ai trompé. Et ça a été vraiment fait en ce sens, en disant, ok, si je peux faire ça, c'est que je ne l'aime plus. C'était pour me convaincre de ça. Mais c'était surtout pour dissocier, en fait, je pense, mon corps de mon esprit. Et là, je lui ai dit, donc ça a scellé de suite la fin du couple pour lui, parce que je savais que c'était pas le modèle qui était possible pour lui. Mais moi, ça m'a sauvé de quelque chose où je n'étais absolument plus bien. Dans ce modèle-là, dans ce modèle social. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'ai 3 filles. Donc moi, je les ai élevées avec toute ma culture un peu conservatrice. Et puis récemment, là, il y a 2 ans, il y a ma fille qui a 24 ans qui m'a offert un bouquin et je voulais vous en faire part d'une féministe peut-être que vous connaissez, qui a écrit une BD qui s'appelle Liv Trotskist. Je prononce pas forcément bien. Oui, je sais pas si vous connaissez. Liv Trotskist, oui. Oui, tout à fait, voilà. Qui par la BD fait passer des idées, notamment un livre qui s'appelle Les sentiments du prince Charles. Oui, je l'ai vu. Et qui est super intéressant, et c'est ma fille qui m'a offert ça, parce qu'en fait c'est une vision du couple, une vision de la femme dans la société au travers du temps, des âges, et qui déconstruit en tout cas le modèle, le modèle social, et qui démontre que la fidélité c'est une histoire essentiellement de position de la femme dans la société et de modèle social. Alors ce que vous dites est très intéressant, Béatrice, et il y a en effet une BD que j'ai reçue, et j'avais prévu d'ailleurs d'en parler sans doute jeudi sur une émission qu'on fait sur l'amour et l'emprise. Mais ce que je trouve intéressant aussi, il y a tout un courant de jeunes filles qui veulent mettre à plat la fidélité, le couple, etc., etc. Et parallèlement, la new romance n'a jamais aussi bien marché. Et quand vous lisez des romans de new romance, franchement, c'est du Barbara Cartland d'il y a 30 ans, quoi. C'est-à-dire qu'on est toujours quand même encore dans la recherche du prince charmant. Donc vous voyez, c'est pour ça que je crois, et je trouve ça très bien d'ailleurs que les jeunes générations aient envie de faire bouger les choses, parce que de toute façon une société ça doit évoluer, mais en même temps faut pas croire que la femme ou l'homme change comme ça d'un coup de baguette magique en si peu d'années. Je pense qu'il faudra peut-être beaucoup de temps pour que les choses bougent. Ce qui reste aussi indéniable, c'est que pour construire une famille, il faut être au moins 2. Sinon, ça devient très compliqué. C'est mieux, c'est beaucoup mieux, oui. Ouais, c'est ça. Et c'est donc déjà de pouvoir, mais ne serait-ce que s'autoriser à se décentrer déjà émotionnellement, se dire ok, mon corps est là, mon esprit est là, et de dire qu'est-ce qu'on veut construire de façon économique, un foyer avec des enfants, tout ça, ok, c'est une chose. Et après, est-ce que moi mon désir il peut être ailleurs? Ne serait-ce que de se dire ça, de se dire ok, mon désir il peut être ailleurs du couple. Est-ce qu'on le fait, on le fait pas, c'est une autre question. Mais déjà, ça enlève une pression, je pense, une pression sociale. Oui, mais c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, Béatrice, ça vous se doutez bien. Mais en même temps, est-ce que c'est si facile que ça
d'abord d'assumer son désir ailleurs, et puis d'accepter que l'autre assume son désir ailleurs. Vous voyez, c'est toute la question, c'est toutes ces questions-là. Mais la question, et dans ce bouquin, en fait, il était un parallèle que j'ai trouvé intéressant, se dire, bon, en amitié, quelqu'un qui va avoir une amitié exclusive, il va se dire, non, celui-là, je peux pas être ami avec celle-là, il me vampirise, voilà, c'est pas possible d'avoir un seul ami, de faire les choses qu'avec. Et pourquoi est-ce qu'on devrait avoir qu'un seul amoureux, qu'un seul partenaire? Bien sûr. Et c'est vrai que ce parallèle est souvent fait pour arriver à dire, en définitive, on peut avoir autant de partenaires que l'on veut, mais l'amour et l'amitié, c'est pas non plus la même chose. Je trouve d'ailleurs que l'amitié, et on le sait, est quelque chose de beaucoup plus solide au long cours. Parce que ça, il n'y a pas les mêmes enjeux, l'enjeu de la passion, dont il faudrait faire le deuil pour continuer avec la même personne. Alors c'est très vrai que dans l'histoire, le désir féminin a été, le désir et le plaisir féminin, c'est les plus grandes frayeurs, si vous voulez, de la domination masculine. C'est pour ça que ça a été contenu, et ce que lit Liv Tronquist, je crois que c'est ça, que j'ai lu dans ses premières, elle en a écrit 3 ou 4 successivement. C'est les thèses d'un féminisme qui est juste au niveau historique. C'est-à-dire que c'est évident que le mariage traditionnel qui obligeait d'abord la virginité féminine, puis l'exclusivité avec son mari, alors que dans le même temps, l'exclusivité des hommes était très peu engagée. Il n'y a qu'à voir que dans presque toutes les sociétés, on culpabilisait énormément la femme s'il y avait le moindre écart, et pas du tout l'homme. Mais par contre, dans la nouvelle génération, dans les très jeunes générations, l'idée, c'est justement que tout pourrait être libre, et qu'il y a, et c'est pas très simple toujours à non, la liberté, c'est pas simple. Non, mais la liberté n'est pas simple, parce qu'il faut savoir ce qu'on veut, et c'est très difficile d'être libre. Mais oui. Moi, je l'ai découvert. C'est un choix qui a d'autres contraintes. De toute façon, il n'y a pas de solution miracle. De toute façon, je crois que c'est ce qu'il faut aussi dire à ceux qui nous écoutent, Béatrice. Il n'y a pas de solution miracle. Et la difficulté, je pense, aujourd'hui, vous avez un peu plus de 50 ans, donc vous avez certainement déjà bien avancé sur la compréhension de vos vrais désirs. Je suis pas sûre qu'à 20 ans, il y ait beaucoup de gens qui sont aptes à connaître leurs vrais désirs. Oui, vous voyez, et c'est toute cette difficulté-là, en fait. Oui, et c'est pour ça qu'on recherche bien souvent un cadre, que ce soit par la religion ou que ce soit par un modèle social, pour dire bien ok, sûr, ça va me contenir. Après, moi, je pense que au-delà d'avoir besoin du corps de l'autre, de maîtriser le corps et donc le désir de l'autre, ce qu'on cherche souvent, c'est juste l'attention, l'exclusivité de l'attention. Donc c'est pour ça que à la limite, enfin, c'est pas la limite, mais tromper quelqu'un, mais continuer à lui porter de l'attention, et c'est peut-être ça l'essentiel. En fait. Mais oui, moi je disais, je peux dire en plaisantant, est-ce qu'il vaut mieux avoir un mari qui est infidèle ou un mari qui nous tape dessus? Moi je préfère un mari infidèle, on est bien d'accord. Non, mais un peu d'humour quand même dans des sujets aussi complexes. Mais je crois qu'il y a une chose qu'il faut quand même pas oublier, c'est que notre premier amour, il est très exclusif. Quand on vient au monde, on a une sorte d'amour inconditionnel pour notre mère, qu'on soit homme ou femme d'ailleurs, et il faut voir comment le bébé est possessif, jaloux, etc., etc. Donc pour arriver à se détacher de ça, il faut devenir mature, il faut devenir adulte, et je suis pas sûre que je suis pas sûre qu'il y ait tant de gens que ça qui soient adultes. C'est vrai. Et puis je crois qu'il y a autant d'histoires, là vous racontez la vôtre, et il y a vraiment beaucoup d'histoires très différentes, avec notamment le fait de transgresser la fidélité qu'on se promet souvent au début d'une relation. Donc il y a tellement d'histoires différentes, on peut en parler, ne pas en parler, comme vous le disiez, on peut très bien avoir une vie parallèle, ça existe aussi, mais je crois que il y a souvent beaucoup de souffrance, et il n'y a pas une solution. On peut pas dire que il y aurait une solution dans le couple fidèle au long cours.
ça se saurait si c'était uniquement ça. D'ailleurs, il y a une contrainte quelquefois de l'un, ou des deux même. Mais et en ça plus, peut c'est être très difficile d'évoluer dans la même, en même temps dans la vie, parce que la vie est de plus en plus longue, alors c'est encore plus compliqué. On n'est plus les mêmes, et alors encore quand, vous savez, au Moyen-Âge, on vivait à peu près 15 ans ensemble. À la fin du 19e siècle, on vivait, je crois que c'était 25 ans à peu près. Et aujourd'hui, avec l'augmentation de l'espérance de vie, si on se rend compte à 18-20 ans, on va rester 70 ans ensemble. C'est compliqué à imaginer, et d'ailleurs ça se trouve pas, puisque il est très rare qu'une relation se poursuive toute la vie. De toute façon, quand on regarde un petit peu les quelques enquêtes, on voit bien que c'est souvent des couples qui se reforment plus tard, beaucoup plus tard, genre après 50, 60 ans, qui à ce moment-là restent ensemble jusqu'à la fin. Mais et parfois avec le premier. Oui, Béatrice, si vous permettez, je vous en prie. Ça paralyse un peu les jeunes, parce que du coup j'ai 3 filles qui sont maintenant des jeunes adultes, et du coup ça les paralyse quand je dis vous avez un nouvel amoureux, oui mais non, on n'est pas en couple. Ça a aussi l'effet inverse de dire oh là là, mais attention, je veux pas être dans un carcan, et en fait elles le reproduisent mais sans le dire, c'est une complexité. Oui, mais le mot couple fait vieux jeu en fait. On voit le poids, le sens des mots, et le mot couple pour les jeunes, c'est pas pour eux, quoi. Et puis donc aussi, c'est pas une génération facile. Il y a aussi ça je veux bien le croire, Béatrice. Il y a un nouveau panel, parce que regardez de quelle façon, et c'est très bien qu'on ait mieux accepté, par exemple, l'homosexualité. Alors on va l'appeler autrement, mais regardez de quelle façon il y a une sorte de, pour les toutes jeunes générations, une sorte de panel. On peut être homo, bi, trans, et vous pouvez choisir, dit-on. Bien sûr que non, mais c'est ce qu'il aurait proposé. Et de la même façon, et cette enquête-là dont je vous parle, qui est conçue dans cette génération, et j'incite tous les auditeurs et auditrices à pouvoir y répondre, elle sera en ligne sur le site de l'émission à la fin de l'émission. Eh bien, cette enquête montre de quelle façon il y a tout un tas de modèles. Il y a des couples qui disent traditionnels, qui seraient fusionnels, qui seraient dans une sorte de fidélité éternelle. Il y a les couples ouverts, il y a du polyamour. Il y aurait un tas de possibilités, ce qui rend certainement l'entreprise beaucoup plus compliquée. Quand vous dites vos filles, elles se disent je vais choisir quoi? Je vais choisir le polyamour, je sais. Mais c'est là où Béatrice a raison. La liberté finalement est parfois plus compliquée à assumer que il faut le se devoir. connaître, et c'est pas difficile. C'est facile de regarder les autres, et soi-même c'est plus compliqué. C'est pas facile. Bon, en tout cas, merci de votre témoignage, beaucoup, Béatrice. Et je suis sûre que vos filles ont quelqu'un à qui elles peuvent parler. Charles est avec nous pour répondre à 3 questions intimes. Bonjour Charles. Bonjour Brigitte, et bonjour à votre invité. Bonjour Charles. Alors, vous allez pouvoir répondre à 3 questions, Charles, et ensuite vous pourrez en poser une à Philippe Breneau qui est avec nous. Bonjour. Première question déjà. Est-ce que vous avez déjà été infidèle? Eh ben non. Je fais partie des exceptions, peut-être, je sais pas. Non, parce que encore une fois, ces enquêtes-là, elles valent ce qu'elles valent, mais il y a plus de gens fidèles que de gens infidèles quand on regarde les enquêtes. Vraisemblablement. On ne peut pas le savoir. Il faudrait. A priori, c'est ce que la dernière enquête, c'est ce qu'elle dit. Deuxième question. Est-ce que vous pourriez me dire quelle est pour vous la qualité essentielle d'une femme? C'est compliqué comme question. Pour vous, non, mais pour vous. Je vous demande pas quelle est la qualité essentielle des femmes. Visiblement, vous n'en connaissez pas tant que ça, donc. De femmes ou de qualité? De qualité ou de femmes, oui, c'est ça. Si j'ai 2 hommes contre moi, c'est ça. Non, mais dites-moi comme ça ce qui vous vient. On n'est pas là pour. Qualité, je vais dire après, peut-être la sincérité. D'accord. Vous aimez que les femmes soient sincères. Oui. Pourquoi? Parce que vous pensez que les femmes mentent plus que les hommes? Je sais pas. Vous n'osez pas vous prononcer. Et dernière question, est-ce que vous êtes content de la taille de votre sexe?
Oui, moi ça me va. Ça vous va. Bon, bah écoutez, tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Vous pouvez poser une question à Philippe Bruno, il vous écoute. Oui, je vais vous poser une question qui est peut-être intime, mais est-ce que vous-même avez souffert d'une infidélité? Ah oui. Oui. Il y a très 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 longtemps, mais oui, bien sûr. Et même c'est une douleur qui existe toujours, hein, mais c'est vrai. Oui, bien sûr. Je pense que tiens, je vous repose la même. Avez-vous souffert d'une infidélité? Si vous n'en avez... Évidemment que oui. Eh oui. Vous n'en avez pas fait, mais vous en avez souffert. Ben oui. Et on en souffre encore, je crois. Et c'est toujours présent. Et c'était il y a longtemps? Non, il y a une histoire qui m'est arrivée, il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et par le passé, effectivement, ça m'est arrivé aussi. Il faut pas alors, je sais pas si vous êtes cisgenre, c'est-à-dire hétérosexuel, si peut-être. Moi, je suis dans l'archétype hétérosexuel. Oui. Alors, il faut pas en conclure que... Dans les nouvelles modes, si je peux dire. D'accord, mais il faut pas en conclure que les femmes seraient infidèles. Hein, je veux dire, il y a des choses qui se passent dans tous les sens. Et puis, c'est la vie. C'est à nous aussi de dépasser des blessures qui vont nous construire, la plupart du temps. Si on les dépasse, évidemment. Eh bien, merci Charles, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On fait une petite pause, on continue à vous écouter. Venez témoigner sur ce sujet. 0826 300 300, à tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Bruno est avec nous, psychiatre, anthropologue, sexologue, auteur de nombreux ouvrages, notamment cette magnifique bande dessinée aux éditions Les Arènes qui nous raconte l'incroyable histoire du sexe. Et justement, puisqu'on parle aujourd'hui de la nouvelle manière d'envisager la relation à deux, c'est pas mal de regarder cette BD, ça vous montrera à quel point il y a eu d'autres époques, d'autres cultures, d'autres manières de voir l'amour et le sexe. Amandine, bonjour. Oui, bonjour. Et bonjour à votre invité. Bonjour Amandine. Merci d'être avec nous, Amandine. Alors, moi j'ai un certain âge, donc c'est un peu le passé dont je parle. Mais c'est vrai que très tôt, après mon mariage, j'étais infidèle à mon mari. Et c'est vraiment moi qui étais infidèle très très souvent. Et j'ai décortiqué avec le temps le pourquoi du comment. Et en fait, effectivement, comme disait votre invité, il y avait une part de... Je m'ennuyais beaucoup. Mon mari était très gentil, très agréable. Au niveau sexuel, ça se passait très bien, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc, c'était vraiment pas le sexe que je cherchais ailleurs. Mais c'était vraiment la nouveauté, des gens différents. Et puis surtout, le besoin de plaire énormément et de se rassurer parce que, j'avais pas forcément... j'étais pas forcément bien dans mon corps, etc. Et d'ailleurs, c'était toujours un étonnement quand je réussissais à plaire. Hein, et donc, du coup, forcément, je me disais que oui, c'est bien d'aller chauffer un peu les gens, mais il est un homme, mais il faut aller jusqu'au bout. Je trouvais un peu, je sais pas, j'avais un peu de mépris pour les femmes qui chauffent, et à la dernière minute, non, mais non, je ne peux pas. Donc, moi, j'allais jusqu'au bout, voilà. Vous n'étiez pas une allumeuse, comme on dit. Non, moi j'étais plutôt une éteigneuse. Oui. Non, mais ce qui est intéressant dans ce que vous racontez, Amandine, c'est que c'est aussi une des raisons qui fait que quand on est jeune, on est infidèle. C'est ce besoin de se prouver complet, ce besoin de se construire. Moi, je ne cesse de le rappeler qu'on se construit dans notre relation aux autres et particulièrement, évidemment, aussi dans notre sexualité aux autres. Et quand on est un petit peu en manque d'estime de soi ou on a besoin de se le prouver et voilà. Après, vous avez été discrète visiblement. J'ai essayé de l'être. Bon, après, jusqu'au jour où je suis vraiment tombée dingue amoureuse de mon amant, et là, ça a été le début de la fin. Voilà. Avec la fin du couple, c'est la chose qu'il fallait éviter à tout prix. Mais bon, oui, mais ça n'arrive pas par hasard non plus. Tout à fait. Après, honnêtement, je suis ravie d'avoir eu ces expériences-là parce que je plains certaines femmes parce que, honnêtement, je veux pas être mesquine ni débiner les hommes puisque je les ai aimés et je les ai beaucoup aimés. Mais il y en a très très peu qui sont de bons amants. Et dans la masse, j'en ai eu quelques-uns et donc c'est des bons souvenirs pour mes vieux jours.
Et puis d'autres qu'on oublie très très vite. Mais oui, C'est ça. Amandine, vous êtes... je ne sais pas comment ça se dit comment ça se dit au féminin, casanovesque en tout cas. C'est-à-dire que, oui, vous êtes en fait amoureuse de l'amour-séduction, de la relation de séduction. Mais oui, c'est extraordinaire là. Et d'ailleurs, la plupart peuvent l'être, mais en ont tellement peur qu'ils ne le pratiquent pas, parce que on met le doigt dans l'engrenage et on ne sait pas où on va. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à un moment où vous en êtes parti, mais vous avez peut-être formé à ce moment-là. Vous êtes tombée amoureuse, mais vous avez peut-être formé un couple qui a existé ensuite ou pas Alors, forcément. Il a existé pendant 9 ans, mais je me souviens très bien que la femme, l'épouse de ce monsieur, me disait les 5 à 7 c'est magnifique, mais quand on vit ensemble, et effectivement, c'est ce que vous disiez au début de l'émission, quand on commence à pratiquer et qu'on est régulièrement ensemble, il n'y a plus ce feu, cette passion, parce que là c'était vraiment la passion avec un P majuscule, et bon ça a duré quand même 9 ans. Donc c'était plutôt pas mal, mais bon, oui, bien sûr. Ça s'est fini, oui. Et alors vous avez continué votre, non pas votre quête ni recherche, mais votre amour de la séduction. Vous le poursuivez toujours d'ailleurs, sûrement. Alors je le fais, mais c'est presque contre ma volonté. Je ne cherche plus, mais ça arrive. Bon, peut-être que je suis une personne relativement ouverte, je pense. Je sais pas. Vous êtes certainement séduisante dans l'âme, et donc... et les gens s'en rendent compte, ils sont en face de vous. Oui, bien sûr. Les hommes le sentent quand une femme est séduisante. Donc vous les attirez, et puis... Il y a l'âme du chasseur aussi. Alors, honnêtement, dans les hommes, il y a vraiment l'âme du chasseur. Et je pense qu'ils ont un flair absolument incroyable pour sentir justement c'est le genre de femme qui serait plus réceptive. Ça, c'est... Mais j'étais chasseuse, vous avez raison. J'étais plutôt, je me suis souvent comportée en sexualité. C'est mon impression en tout cas, et ça n'engage que moi, mais comme un homme plutôt que comme une femme. Oui, enfin, aujourd'hui, une part du féminisme veut revendiquer que cette part n'est pas masculine, et qu'en fait, toutes les femmes pourraient séduire de cette façon-là. La chose qui est compliquée, c'est de trouver un équilibre au long cours après. Parce que si on aime vraiment l'amour ou la séduction, on peut pas vivre en permanence, et d'ailleurs c'est moins facile de vivre en permanence dans la recherche perpétuelle de partenaires amoureux. C'est plus compliqué. Mais aujourd'hui, Amandine, vous êtes sentie coupable? J'ai pas tellement l'impression. C'était une... Par rapport à mon mari, oui, parce que vraiment, je lui en ai fait voir diverses défamures, et a posteriori, je me dis que... Et alors, le paradoxal, c'est qu'un jour, il m'a trompée. Et alors un jour, oh là là, ça a été... Vous l'avez pas supporté. Vous l'avez pas supporté. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que surtout pas et voyez, je voulais vous dire, vous êtes senti coupable par rapport à lui, mais pas par rapport à vous-même. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on peut aussi sans vouloir de ne pas avoir osé aller voir ailleurs et d'être resté fidèle, voyez. Donc c'est pour ça que c'est si compliqué. C'est amusant ce que vous me dites, parce que ma grand-mère, ma très très vieille grand-mère qui est morte depuis belle lurette, m'a toujours dit: ma petite fille, quand tu auras mon âge, si tu te retournes, dis-toi, j'ai fait des bêtises mais j'ai osé. Les seuls regrets qu'on a, c'est le regret de ce qu'on n'a pas fait. Et vous êtes en train de me redire exactement la même chose. Eh bien, je salue votre grand-mère, et je crois que c'est ça qui est important. Alors, encore une fois, faut connaître ses vrais désirs et oser les satisfaire. Il faut pas. On vient d'entendre tout à l'heure, notamment avec Bruno, cette femme qui le trompe pour lui faire du mal. Bon, là, je suis pas sûre que ce soit un désir, un vrai désir. C'est un désir de réaction plutôt. Mais ces vrais désirs, oui, il faut les satisfaire. Sinon, à quoi ça sert de vivre, Je suis d'accord. Et que c'était d'ailleurs quelque chose qu'on interdisait aux femmes, et que beaucoup de femmes se sont interdites. Cela étant dit, rappelons quand même qu'avant, c'est plus le cas aujourd'hui, mais on considérait qu'il y avait au moins 10% d'enfants qui étaient des enfants qui n'étaient pas du père. Donc on leur interdisait, mais il y en avait quand même beaucoup qui passaient outre. C'était moins facile, ça c'est sûr. Et donc, quand il vous a trompé, vous avez mal supporté. Je suis devenue folle. Je suis devenue vraiment folle. C'était juste insupportable. Et c'est aussi ça, en partie, qui m'a fait réaliser le mal que j'avais pu lui faire. Surtout que ça aurait été, excusez-moi l'expression, je vais être très directe, un sale con. Je l'aurais trompé avec plaisir. Mais non, c'était un homme très gentil, très amoureux, très attentionné, et abondamment en plus. C'est ça le pire.
Mais j'avais ce besoin en moi et c'était incontrôlable. Et il vous a trompé lorsqu'il a su que vous l'aviez trompé ? Je pense que ça a dû... oui, c'était certainement peut-être une revanche. Et pour lui, pour son ego, c'était très réparateur. Parce que bon... Vous savez, peut-être qu'il s'interdisait depuis longtemps ce que vous vous êtes permis. Bon. Peut-être. C'est possible. Merci beaucoup en tout cas Amandine de votre témoignage. Merci vraiment. On va continuer après les infos. Vous n'hésitez pas, vous venez nous raconter comment vous l'avez vécu, comment vous avez fait. La petite devinette, d'après la religion, la pilule du lendemain est un avortement. Alors qu'est-ce que la fellation dans ce cas-là ? La réponse, c'est après les infos. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous continuons à évoquer l'adultère, les relations en dehors du couple. On appelle ça comme on veut. Comment vous disiez, Philippe Brunneau ? C'est-à-dire que les plus jeunes appellent ça des relations extra-couple. Moi, je crois qu'il faut un nouveau nom, mais enfin, ça s'appelait extra-conjugal. C'était autrefois l'adultère. Il y avait un côté pénal dans l'adultère. Aujourd'hui, par exemple, les séparations pour faute, je crois que il y a à peu près 10% encore, 10 ou 11% de divorces pour faute, alors qu'il y a 40 ans, c'était 50%. Quoi. Oui, il fallait même faire très attention si on avait un amant ou une maîtresse. Mais extra-couple, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe en dehors du couple. Donc ça veut dire qu'ils utilisent encore le mot couple, au moins. Voilà. Alors, vous avez la parole, bien sûr, sur Sud Radio 0826 300 300. Venez témoigner, venez donner votre avis. Mais d'abord, je voudrais la réponse à ma devinette. D'après la religion, la pilule du lendemain est un avortement. Et qu'est-ce que la fellation ? Moi, je dirais du cannibalisme. Bravo, absolument, c'est la bonne réponse, du cannibalisme. Bah oui. Alors, vous savez que... alors, je sais pas où sont vos sources, parce que vous avez quand même, Brigitte, des questions... J'en ai quelques-unes pour toute la semaine, là, oui. Bon, alors, qui sont extraordinaires, parce qu'à chaque fois, je les trouve pas. Mais là, je connais cela, parce que c'était... Vous savez pas qui disait ce qu'était du cannibalisme ? C'était l'Église. C'est un truc du 19e siècle, et ben voilà, donc, dans lequel l'Église disait surtout pas fellation, c'est du cannibalisme, puisque vous avez des êtres qui peuvent être complets. Oui, ben voilà, vous connaissez mes sources. Jacob est avec nous, bonjour. Oui, bonjour à votre invité, bonjour Brigitte. Bonjour Jacob. Je vais témoigner, voilà, mais ravi de passer sur votre antenne et merci pour vos émissions. Voilà, donc moi, je recontextualiser déjà par rapport à mon histoire personnelle et mes modèles, parce que bon, ça part un peu de là quand même. Moi, j'ai grandi avec des parents qui chacun avait leur vie, se voyaient le week-end, ils voulaient pas se séparer. Ils le savaient plus ou moins, ils en parlaient pas, mais chacun avait sa petite vie de son côté. Voilà. Et donc j'ai grandi là-dedans, et j'ai vu que c'était des gens qui s'aimaient malgré tout. Donc, est-ce que ça m'a donné le passe-droit ou la clé pour faire un peu mais pareil ? voyez, déjà, votre réaction, le malgré tout, laisse à penser qu'il y a quand même en vous une petite notion de fidélité. Ah oui, enfin, c'est pas très normal, on va dire, pas très classique. Oui, enfin, vous voyez, c'est pas très stabilisant pour un enfant non plus. Enfin, moi, j'en ai pas souffert, mais bon, c'était pas le top non plus de voir sa mère avec quelqu'un. Et là, vous dites encore une chose très importante pour un enfant. En effet, c'est ce que dit la psychanalyse, et même si aujourd'hui on a tendance à vouloir lui tordre le cou, elle a quand même dit des choses très justes. Pour un enfant, son papa et sa maman, ça fait couple, et il faut surtout pas que le couple se déchire. Voilà, donc faut que ça tienne un peu la route. Et déchire cet enfant. Donc, oui, enfin, ça a été, je me suis bien pas trop mal sorti. Et donc j'ai continué sur la lignée, bien sûr, voilà. Donc, est-ce que ça vient de là, je sais pas. Moi, je suis bisexuel, j'ai jamais eu de problème, j'ai pu en parler librement avec mes parents. J'ai pas été du tout brimé là-dessus, enfin, ça n'a pas été un problème. Donc j'ai eu une relation avec une personne une fille et une femme pendant 8 ans. Oui. Et j'avais déjà une relation avec un ami de longue date avec qui j'ai toujours cette relation d'ailleurs. Et j'en fais quoi je le mets où cet ami-là, alors que bon voilà. Donc j'ai continué en parallèle
la relation avec l'homme. On constate, Philippe Breneau, dans les relations, chez les personnes qui sont bi, souvent il y a une relation principale avec un sexe et puis des relations sexuelles avec l'autre sexe. Moi, je trouve que vos parents vous ont, d'une certaine façon, on a une éducation sexuelle qui est faite par les modèles que nous voyons. D'abord des couples, parce que vous dites bien, tiens, vous, même si là il y a 2 couples où il y a des orientations différentes, il y a aussi une phrase, de Darian Leader qui est la plupart des gens ne vivraient pas en couple s'ils n'en avaient jamais entendu parler. Mais oui, moi personnellement, et c'est comme vous ou autres, les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, ils font couple. Il n'y a pas de trouble, il n'y a pas... Bon. Alors après... officiellement. Officiellement, mais c'est-à-dire que les couples vont être plus ou moins... fermés, et vos parents étaient dans une période où il a pu exister des couples ouverts. C'est-à-dire qu'ils s'étaient donné, tout en ayant le lien fort, puisqu'ils ont un lien d'attachement et un lien amoureux qui existe, enfin un lien d'attachement, eh bien ils vous ont donné la possibilité en vous disant d'autres choses sont possibles de vivre sans culpabilité, vous le voyez bien, puisque ils ne se faisaient pas de mal l'un à l'autre, puis c'était accepté. Ça, c'est rare comme modèle. Donc vous vous êtes permis... Tacite, Pardon ? C'était tacite, c'était pas parler non plus. Oui, mais les deux le savaient, puisque vous-même vous observiez cela. Ça vous a donné quand même l'idée que la sexualité pouvait être libre, et vous la viviez avec 2 relations, et même, vous avez fait un autre cran, vous êtes dit, je peux aussi vivre sans limiter mes pulsions, puisque je le ressens, je peux vivre une relation avec un homme, une relation avec une femme, les 2 en même temps. C'est très rare, parce que on est construit par les modèles qu'on observe, mais ensuite on va être blessé par ces mêmes modèles. C'est-à-dire que là, vous n'étiez pas blessé, puisque l'éducation qui vous a été donnée, vous disiez la sexualité peut être ouverte, peut être libre. Et voilà, c'est pas une incitation à le faire, mais en tout cas, vous le viviez pas de façon négative. Et c'est sûrement l'une des meilleures façons d'éduquer, en ne contraignant pas, voilà. Et vous le vivez bien. Oui, j'ai eu l'occasion de le dire à ma maman qui est partie avant de partir. Je lui ai dit, t'as été parfaite au niveau éducation, j'ai rien à redire, quoi. Voilà, et j'ai pu lui dire, et je le pense réellement, que j'ai eu une ouverture sur le monde, sur les gens, un peu exceptionnelle, on va dire. Et donc, moi, je me suis retrouvé avec cette personne que j'aimais éperdument, bien sûr. Et puis ce cas de conscience de me dire, mais qu'est-ce que je fabrique là? Alors bon, c'est un homme, donc elle pouvait pas m'apporter ce qu'un homme pouvait m'apporter, bien sûr, parce qu'elle avait pas, il manquait quelque chose, on va dire, physiologiquement. Il manquait quelque chose, vous allez vous mettre toutes les féministes à dos, Jacob. Oui, mais c'est pas grave, écoutez, on y va. Parce que à la place d'un pénis, elles avaient un vagin. Bien sûr. Oui, non, mais voilà, moi j'étais à la recherche aussi d'un pénis, voilà, on va dire les choses clairement. Mais oui, bien sûr. Je plaisante pas tant que ça, en fait. Parce que il faut en plaisanter, je pense. Je pense qu'il faut être léger, Oui, bien sûr, mais je veux dire, si les femmes étaient fières d'avoir un vagin, je pense qu'elles seraient moins gênées et moins en quête de pénis. Voilà, c'est pour ça que je dis, je ne plaisante pas tant que ça. Mais votre relation essentielle, Jacob, votre relation essentielle, c'est donc avec cet homme. Oui, ça fait une vingtaine d'années que ça dure, plus. Voilà. Vous pouvez avoir d'autres une relation homo de couple. C'est chacun sa vie. Là, il est avec quelqu'un. Lui, c'est le même produit de problème dans ses relations personnelles à lui. Il me dit, moi, ça le gêne pas. Moi, ça m'a quand même questionné. Je me dis quand même, c'est pas très cool, quoi. Mais vous souffrez qu'il soit avec quelqu'un d'autre? Ah non, pas du tout. Non. On est très libre. Non. Donc vous êtes comme vos parents. Voilà, c'est ça. C'est exactement, j'ai le bon modèle. Non, on est... un beau modèle, je ne sais pas, mais en tout cas un modèle qui vous convient. Non, j'ai mon modèle, je veux dire, voilà, mon modèle personnel. Et du coup, même on parle de choses intimes, des fois, ça pose aucun problème. On est proches, on est surtout amis déjà, on va dire. Voilà.
Mais alors vous avez cet homme ami, plus qu'ami, qui est votre relation principale, et les relations extérieures que vous pouvez avoir sont des relations féminines, il n'y a pas d'autre homme. Ah si, ça va t'arriver que d'autres hommes. Ça dépend. Après, c'est un peu à la carte. Hein. C'est un peu suivant les envies, les rencontres. Voilà. Mais enfin, bon, avec modération et en se préservant aussi, quoi. Voilà. Eh ben merci Jacob, en tout cas de ce témoignage. Merci à vous. Merci On beaucoup. continue 0826 300 300. Je rappelle que vous pourrez répondre à cette enquête à la fin de l'émission sur notre site sudradio.fr. On fait une petite pause, on se retrouve tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci Sud Radio de donner la parole aux sans-voix. Oui. Grâce à vous, on avance. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Bruneau est avec nous, vous êtes psychiatre, anthropologue, sexologue et on évoque aujourd'hui cette culpabilité qu'on a ou qu'on n'a pas d'ailleurs lorsqu'on va voir ailleurs, lorsqu'on a une relation extra-couple, pour reprendre donc l'expression de votre étudiante qui a donc lancé cette enquête sur le net. Vous pouvez déjà la retrouver sur notre Facebook et puis à la fin de l'émission sur notre site sudradio.fr. Sophie, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Dr Bruneau. Bonjour Sophie. Merci de m'accueillir. Je vous en prie. Alors, moi je me suis jamais sentie coupable, donc j'ai eu un adultère qui a duré 2 ans. Oui. Et je me suis jamais sentie coupable ni pendant, ni après, ni maintenant. Voilà, parce que même si, et je l'ai jamais avoué, je sais pas s'il a été au courant, mais j'avais pas envie de faire de mal. Et même si ça m'aurait peut-être libérée psychologiquement, je pense, parce que c'est quelque chose qu'on porte tout le temps. C'est d'ailleurs ce que je dis souvent, si on a l'impression que c'est un peu lourd à porter toute seule, c'est pas mal d'aller en parler à quelqu'un comme Philippe Bruneau, par exemple. Oui, c'est ce que j'ai fait. Bravo. Revanche, en thérapie de couple, non. J'ai préféré ne pas le... Mais non, parce que thérapie de couple, c'est le révéler à votre conjoint. Et quand vous dites « j'ai pas eu envie de le faire souffrir », ça prouve bien d'ailleurs que vous n'étiez pas coupable. Parce que, en fait, un peu comme Amandine, mon mari est quelqu'un de très gentil, qui veut toujours bien faire. En revanche, j'étais très insatisfaite sexuellement, un peu détachée affectivement. Et cette relation extra-conjugale, en fait, a réinvesti mon couple. Parce que du coup, vous êtes toujours avec lui, avec votre mari? Oui, toujours avec mon mari. Puisque vous venez d'en parler au présent. Oui, je suis toujours avec mon mari. La relation extra-conjugale est terminée depuis plus de 2 ans. Et après cette relation, donc j'ai voulu remettre carte sur table, et je pense que chacun était prêt en fait à se réengager dans la relation en y donnant le meilleur. Mm-hmm. Et du coup, on a réappris le quotidien, on se donne des rendez-vous, on s'envoie des petits textos coquins. On a restauré la communication, ça c'était très important parce que elle était inexistante. Ou alors juste pour tout ce qui est matériel et organisation de la maison et des enfants. Et puis on a réinvesti la sexualité, c'est-à-dire que avec mes mots à moi, je lui ai appris à comment dire, avoir une sexualité comme si j'avais un amant en fait. D'accord. Donc on entend bien que votre relation extra-couple donc vous a permis d'oser remettre en question votre propre couple et c'est une sorte d'électrochoc. Voilà, et parce que sinon je pense que je serais restée endormie tout le temps, jusqu'à la fin. Et du coup c'est super parce que mon mari il aurait pu se fermer, mais non, au contraire. Il est open pour évoluer. Pour évoluer, pour changer, pour se remettre en question, et ça c'est... Est-ce qu'on pourrait dire que finalement votre relation extra-couple vous a fait comprendre que quelque part la seule chose qui n'allait pas si bien que ça dans votre couple, c'était un peu la routine certes, mais aussi une sexualité qui était peut-être pas suffisamment comme vous aimeriez, mais que quelque part cet homme avec qui vous êtes, c'était le bon partenaire, quoi. Oui. C'est ça, hein. J'ai été très étonnée de ses réactions.
parce que moi je suis plutôt coquine et lui il est plutôt rangé. Je sais pas si on peut dire comme ça. Et du coup je l'ai amené vers ce que je voulais, vers ce qui me faisait plaisir et ce qui m'apportait de la satisfaction sexuelle. Je dis souvent, Philippe Bruneau, que les hommes sont plus aptes à changer sexuellement que les femmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Oui, parce que la plupart, enfin, pour les hommes, le changement est quelque chose de l'ordre de la volonté, comme la confiance, comme tout un tas de choses qui ne paraissent pas de l'ordre de la volonté pour des femmes. C'est-à-dire, il y a des conditions, que des choses deviennent possibles ou autres. Alors, est-ce que vous avez retrouvé dans votre mari l'amant que vous aviez eu pendant quelque temps ? Aux 3/4, on va dire. Ça, c'est formidable, dites-moi. Est-ce que vous avez dit à votre mari, parce que vous dites bien, j'ai été très... Et puis je l'admire... Oui, excusez-moi. Non. Excusez-moi, docteur. Allez-y. Je sais plus. Moi, tout à l'heure, ce qui m'a intéressé, c'est que vous avez dit que vous avez été très étonné du changement qui se produisait. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que est-ce que vous l'avez dit à votre mari que vous aviez été étonné ? Oui. Et je lui ai dit quel dommage que pendant 10 ans on n'ait pas vécu ça parce que ça change tout. Tout va bien dans notre... Au niveau du couple et de la famille, tout va bien. Il est très heureux, il aime beaucoup ses enfants, il aime beaucoup sa situation. Et ça, c'est un plus qui fait que j'ai plus aucune raison d'aller voir ailleurs, en fait. Moi, j'insiste là-dessus sur le fait que vous lui ayez dit, et pour toutes les auditrices, je pense les auditrices par exemple, parce que très souvent, vous avez l'impression qu'il s'en est rendu compte que vous étiez étonné, et moi je crois pas. Je pense que la plupart des hommes ne se rendent pas compte de ce qui se passe en face, beaucoup moins que l'inverse. Et c'est très important d'échanger ces émotions, parce que vous dites, vous avez été retourné, c'est un petit peu ça, tout d'un coup, vous découvriez quelqu'un d'autre en lui, que vous espériez, que vous aviez même suscité, c'est vous qui êtes allé le chercher, mais c'est très important, je le dis pour d'autres aussi, de le dire, parce que c'est ça qui va maintenir le lien. C'est-à-dire qu'ensuite, le lien va être différent entre vous deux parce que vous lui avez dit. Mais bravo à tous les deux, parce que arriver à faire changer comme ça sa sexualité au bout de quelques années de vie de couple, c'est pas si simple. Mais vous avez osé. Aussi profondément. Oui, sans doute. Profondément, il m'aimait beaucoup, je pense. Il faut beaucoup d'amour pour ça, je pense. Oui, mais il y a eu de l'intelligence de votre part, là. Et de l'intelligence de sa part aussi. Ça, oui, sans doute. En tout cas, oui, il a... Et puis, sans doute que vous l'aviez quand même choisi parce qu'il avait une sensualité peut-être un petit peu inhibée, mais présente. Voilà. Et il fallait lever le verrou, c'est tout. Parce qu'on rend pas un homme bon amant s'il est vraiment nul. Bien sûr. Faut pas rêver. Tout à fait. Et il joue le jeu et ça c'est super quoi. Et voilà, je l'amène vers ce que j'aime et il est ouvert. Et il est prêt à... Voilà, c'est super. C'est-à-dire qu'avant, il n'osait pas, il était peut-être... peut-être que vous l'impressionniez, vous l'inhibiez un peu. Peut-être, je sais pas, mais je crois qu'il avait avoué à ma maman qu'il savait pas faire en fait. Moi je trouve votre témoignage formidable d'abord parce qu'on voit bien qu'un adultère ça fait bouger le couple, parfois en mal mais aussi en bien, et votre témoignage montre bien que ça peut améliorer la relation de couple. Et puis ensuite, moi je suis formidablement ravie de vous entendre, Sophie, parce que c'est quelque chose que je dis souvent aux femmes. Apprenez à savoir ce qui vous fait plaisir et ensuite dressez votre mari, quoi. Oui.
Parce que le problème de beaucoup de femmes, c'est qu'elles attendent de l'homme qu'il la fasse jouir, mais elle ne sait même pas qu'est-ce qu'elle a besoin pour jouir. Donc c'est compliqué. Hein. Moi, je crois qu'il faut pas attendre tout de l'autre. Hein. Il faut, au contraire, montrer que vous donnez, et vous allez voir que l'autre va se révéler, quoi. Oui, avec douceur, intelligence, on l'amène vers ce qu'on a envie, et si l'autre est ouvert et prêt, tout est possible. Hein. Eh bien, merci beaucoup, Sophie. Merci vraiment. Merci, Dr Bruno. Merci. On fait une petite pause. On se retrouve pour le Love Conseil. Je vais vous proposer quelques raffinements pour rapports bucco-génitaux. Puis ensuite, on continue bien sûr avec vous au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le Love Conseil. Alors, Philippe Bruno, vous l'avez dit au début, le désir s'émousse dans le couple au long cours, mais il faut se surprendre. Et voilà le principe de ce Love Conseil, raffinement pour rapports bucco-génitaux. Et oui, il existe pas mal d'astuces artificielles qui peuvent surprendre votre partenaire lors de ses caresses buccales. Donc, je vais juste vous les rappeler, comme ça peut vous donner quelques idées. Alors, il y a évidemment la sensation du menthol, hein. Par exemple, vous prenez un bonbon mentholé dans votre bouche et puis vous faites un cuni ou une fellation. C'est vrai que ça va donner un peu de piquant, de fraîcheur, et ça peut vraiment surprendre votre partenaire. Hein. Et il y a aussi la fameuse sensation de chaud et froid. Hein. Alors, il y a les glaçons pour le froid. Hein. Vous avez un glaçon dans la bouche, vous le mettez contre le pénis ou sur la vulve. C'est sûr que ça provoque aussi une sensation un peu voilà. Pour le chaud, on peut avoir un peu une gorgée de thé, par exemple. On peut passer le pénis au micro-ondes. Oui, ça. C'est une idée que je ne conseillerais pas. Hein, mais je vous laisse. Et puis il y a une chose qui fonctionne très très bien et qui est assez rigolote, c'est l'aspirine effervescente. Ah bon. Vous ne connaissiez pas ? Non. Ben voilà, vous mettez une petite aspirine effervescente avec une petite dans un petit coin sur la table de nuit. Vous mettez juste dessus un petit peu d'eau et hop, vous la prenez en bouche et vous faites la fellation ou le cuni. Ouais. Alors votre souffle aussi a un effet très stimulant, mais ça je crois qu'on commence à le connaître. Et puis, je crois que c'est bien aussi de varier quand on est dans un rapport bucco-génital. Il faut pas être tout le temps dans la même manière de faire. Il faut pas hésiter, éventuellement un petit mordillement sur la cuisse. Enfin bref, il faut varier, surprendre, et à ce moment-là, tout est possible. La gamme du plaisir bucco-génital est infinie. On est bien d'accord. Qu'est-ce qu'on va faire ? Bien, on va donner la parole à Emmanuel maintenant. Bonjour Emmanuel. Bonjour à vous deux. Bonjour Emmanuel. Voilà, de me recevoir aujourd'hui. Mais je vous en prie, merci à vous de témoigner. Vous êtes marié déjà depuis plus de 30 ans, donc vous êtes un couple au long cours, comme on dit. Oui. Et vous avez découvert donc récemment, en 2019, que votre mari avait une relation avec une autre femme, hein, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Et vous l'avez découvert comment ? Alors, bêtement, en fait, par le biais de la boîte mail. Je pensais être sur ma boîte mail quand j'ai ouvert l'écran, et en fait, en voyant un message avec le nom de ma chef, je pensais donc qu'elle m'envoyait un petit message pour me dire qu'elle ne serait pas là le lendemain pour une raison X, voilà. Et en fait, en ouvrant le message, je me suis rendu compte que c'était des mots d'amour que j'avais, mais non pas C'était pas pour vous, c'était pour votre mari. Exactement. Donc vous travaillez en plus dans la même boîte ? Alors non, en fait, elles portent toutes les deux le même nom. Ma chef a le même nom que d'accord. Oui, donc c'est vraiment, enfin c'est par hasard quoi. Vous n'avez pas fouillé, vous n'avez pas cherché. Ah non. C'est juste qu'il avait oublié. C'est pas votre chef, c'est une homonyme. Ouais. Voilà, exactement. Et en fait, oui, parce que mon mari étant musicien,
voilà, il était important dès le départ que je puisse lui faire confiance parce que bon, les métiers, voilà, comme le spectacle, on sait, hein, voilà. Il a beaucoup de fans qui sont prêtes à plus. Il y a beaucoup d'offres. Oui, bien sûr. Et vous étiez confiante, enfin, c'était. Tout à fait. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est d'abord passé en vous ? Quel a été votre premier ressenti, Emmanuel ? Les réactions. Alors, ma première réaction, ça a été bien évidemment la surprise. Oui. Ensuite, une très grande colère. Oui. Et puis après, le dégoût à la fois de ce qui s'était passé et en même temps le dégoût vis-à-vis de ma propre personne, parce qu'en fait, c'est l'humiliation qu'on ressent en premier lieu. Et puis après vient derrière un peu notre ego. Donc tout ça mêlé a fait que j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir avancer moi-même pour pouvoir me poser les bonnes questions. Et digérer tout ça, oui. Exactement. Et donc je me suis fait aider quand même par 2 thérapeutes au départ. Donc à la fois un psychiatre et à la fois un psychothérapeute. Voilà. Dans un premier temps. Ensuite, on y a ajouté un psychologue de couple. Mais bon, les séances, elles n'ont pas duré très longtemps parce qu'en fait, mon conjoint était complètement réfractaire à ça. Et en plus, parce que lui-même ayant des choses à régler, il avait beaucoup de souffrance lors des premières séances. Donc, ça ne fonctionnait pas, quoi. Il rejetait ça en bloc. Donc vous lui en avez parlé, j'imagine, tout de suite ? Oui, le soir même, hein, je lui ai envoyé un message dès que j'ai découvert le poteau rose et je lui ai demandé de rentrer à la maison rapidement, puisqu'en fait il donnait des cours à cette même personne à ce moment-là, donc je lui ai demandé de rentrer à la maison. Voilà, et on s'est expliqué le soir même, donc je lui ai dit que je lui ai demandé d'abord qu'il m'en parle. Comme il ne m'en parlait pas, j'ai insisté en lui demandant de me dire s'il n'avait pas quelque chose à me déclarer, donc comme ça n'est pas lui. Eh bien, je lui ai montré les preuves, puisque en fait, le temps qu'il me rejoigne, moi, j'avais fait des éditions papier, parce qu'on fait des choses complètement tordues dans ces cas-là. Et j'avais fait des éditions papier, donc je lui ai évidemment mis sous le nez. Qu'il puisse enfin, dire la vérité déjà. Parce que pour moi, c'était pas concevable de pouvoir parler tant qu'il n'avait pas avoué en fait la chose. Et c'est vrai que j'aurais préféré qu'il le dise de lui-même. Maintenant, je peux comprendre, et je comprends avec le recul que c'est déjà pas, la situation n'était pas souhaitable. Mais d'autre part, si on a envie de protéger la personne avec qui l'on vit quand même malgré tout, malgré ce qui s'est passé, on a plutôt tendance à cacher plutôt qu'à avouer parce qu'on ne veut pas faire de peine. Bien sûr, mais vous êtes toujours ensemble, si j'ai bien compris, de toute façon. Donc ça veut dire qu'il vous aime. Vous avez réussi. Il y a une chose quand même qui est importante. Vous avez dit que vous avez ressenti du dégoût pour vous-même. C'est fort, ça. Ça veut dire comme si le fait qu'il ait eu une relation sexuelle avec une autre femme, ça vous salissait. C'est exactement ce que j'ai ressenti, ce que je ressens encore. Quand je pense à cette situation-là, c'est quand même ce que je ressens encore aujourd'hui. Donc en fait, je me reconstruis par rapport à ça. Mais c'est juste ce que vous dites, et j'en profite pour le dire à tous ceux qui nous écoutent. C'est ça toute la difficulté de la sexualité, c'est que c'est quelque chose de tellement intime que lorsque l'un ou l'autre entre en sexualité avec quelqu'un d'autre, il amène, si je puis dire, cette autre personne dans notre propre corps. Il y a une sorte comme ça, c'est très symbolique, ce que je raconte, c'est pas réel, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, et c'est ce que ne comprennent souvent pas d'ailleurs, on l'a vu tout à l'heure. Oui, allez-y, je vous en prie. Le mot plus fort, en fait, parce que moi, je l'ai vécu dans l'enfance. J'ai vécu une agression sexuelle dans l'enfance par un adulte. Et en fait, cette situation-là m'a redonné exactement la même violence intérieure que quand j'ai vécu cette situation. C'est comme si j'avais vécu un autre viol, en fait. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on le ressent
on a toutes les émotions qui se mélangent. Oui, je comprends bien, même si ça paraît, c'est pourtant très différent, mais je comprends bien parce qu'en fait, ça ébranle la confiance qu'on peut avoir en l'autre, et à nouveau, ça vous renvoie à cet abus qui fait qu'on ne vous a pas respecté. Et là aussi, c'est quelque part ne pas vous respecter. C'est ce que j'ai dit à mon conjoint. Je lui ai dit, pour le coup, ce que tu as fait là, ça m'a replongé à ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune. Et c'est vrai que cette situation-là fait qu'on a un dégoût de soi-même, en fait. Parce qu'on comme on ne se sent pas respecté, on a le sentiment de ne pas avoir de valeur, de ne pas être quelqu'un de bien, en fait, et presque que c'est notre faute. Et c'est quelque chose qu'il savait, que vous aviez été agressé. Oui, il était au courant. Oui, je lui avais dit, il y a quelques années. Parce que, mais je pense pas qu'il ait pu imaginer ça quand il a cette relation. Mais en revanche, est-ce qu'il vous a comprise? Alors, moi, en fait, il y a un mot qui me choque dans cette situation et dans un discours qu'il a eu avec moi lorsque on s'est attablés tous les deux pour essayer de comprendre pourquoi tout cela était arrivé. Ça a été de me dire j'ai beaucoup de peine de t'avoir fait de la peine, mais je ne regrette pas ce que j'ai fait. Oui. Et je trouve ça tellement ambigu et j'ai du mal à voir la clarté dans ce propos, en fait. Vous disiez aussi qu'il était peut-être en psychothérapie lui-même, il essaie de se comprendre et il se comprenait pas trop à ce moment-là. Comment votre couple est reparti à partir de là? Il est reparti comme avant ou il y a vraiment, aujourd'hui, vous êtes un nouveau couple? Alors je dirais qu'on est un nouveau couple parce qu'en fait moi je suis partie du principe et de toute façon j'exprime mes sentiments. C'est pas quelqu'un qui s'exprime, mais moi je travaille ça vraiment avec lui au quotidien. Je lui ai dit que pour moi ce qui avait été fait avait complètement cassé ce qui existait entre nous et que pour moi je repartais, j'essayais de construire quelque chose de nouveau parce que j'avais des sentiments à son égard, que lui me disant qu'il avait toujours des sentiments à mon égard, donc il était important de partir sur le principe que on crée quelque chose de nouveau qui marchera pas, on ne sait pas, mais on est parti dans cette idée-là. Mais alors comme il a refusé, enfin il n'acceptait pas la thérapie de couple, vous disiez. Oui. Et alors qui est-ce qui a fait thérapie? C'est vous, peut-être? Alors, moi, j'ai continué la thérapie, sans la thérapie de couple, avec le psychiatre et la psychothérapeute. Ensuite, j'ai arrêté la psychothérapeute, je n'ai gardé que le psychiatre. Et puis, il y a très peu de temps, en fait, c'est vrai que ça dure depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Et pour moi, il était important de pouvoir avoir une discussion avec cette femme qui est toujours dans notre vie encore aujourd'hui. Je suis pas sûre que ce soit la meilleure idée, Emmanuel, mais bon, ça vous verrez avec votre thérapeute. Ça a été finalement une bonne idée. Oui, ça vous a fait du bien? Oui, ça m'a fait énormément de bien parce que finalement, lorsque je me suis entretenue pendant 5 heures avec cette jeune femme, d'abord j'ai pu mieux cerner cette personne déjà en soi. Je me suis rendu compte aussi que c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais que j'ai été bernée, mais qu'elle aussi avait été bernée dans cette histoire-là. Oui. Elle ne l'a su que lorsqu'elle s'est entretenue avec moi lors de... Oui, mais Emmanuel, excusez-moi, je vous le dis peut-être pas pour vous, après tout, si ça vous a fait du bien de vous solidariser avec cette femme et d'être... Je ne suis pas solidarisée, ça n'est pas mon amie, ça n'est pas ma copine. D'accord. Mais en tout cas, j'ai compris la souffrance qu'ils avaient eue, tous les deux. D'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on essaye d'une certaine manière de reprendre le pouvoir sur les choses et sur les êtres, c'est quelque part une manière aussi de s'éloigner de ce qui nous touche le plus profondément. Je crois, Emmanuel, qu'il faut quand même faire la différence entre le traumatisme que vous avez eu et je le répète, un abus, c'est quelque chose de terrible parce que ça met la confiance en soi, l'estime de soi un peu plus bancale que quelqu'un d'autre. Et c'est en ça que l'infidélité
qui met aussi la confiance en soi et l'estime de soi en mal. C'est pour ça que vous avez fait le rapprochement. Mais je pense que c'est deux choses qui sont différentes. Et moi, je vous invite vraiment, si vous avez envie de dépasser tout ça, c'est de comprendre que oui, c'est compliqué d'accepter qu'on n'ait pas l'exclusivité du corps de notre partenaire, mais que ça n'empêche pas qu'il peut vous aimer, ça n'empêche pas qu'il peut avoir besoin de vous plus que de toute autre femme. Et je crois que c'est vraiment... Je l'ai compris en fait. Je l'ai compris par cet entretien. Oui, et c'est vraiment, mais c'est vraiment important que vous compreniez que ça a été plus bouleversant et plus douloureux pour vous peut-être que pour quelqu'un d'autre, parce que ça vous aviez au départ déjà une petite difficulté avec la confiance en soi. Plus on a une bonne estime de soi, une bonne confiance en soi, plus on va accepter la non-exclusivité, si je puis dire, de son partenaire. Et là, je confirme. Parce que finalement, avec le temps et avec les analyses, avec les entretiens, vous faites de bonnes... Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus forte. Et c'est super. Parce que je n'ai plus cette angoisse et cette peur permanente de le perdre déjà. Parce que je me dis, si ça devait arriver, c'est que ça devait arriver, et peut-être que ça me fera permettre peut-être de découvrir autre chose, qui me contentera tout aussi bien, ou en tout cas différemment. Et c'est surtout que j'ai réappris à m'écouter, j'ai appris à m'écouter moi-même, que ça soit dans ma sexualité, que ça soit dans ma façon d'être au quotidien, avec ma famille, avec mes amis, avec les gens qui sont autour de moi, parce qu'en fait j'étais plutôt très introvertie, et finalement aujourd'hui, quand il y a quelque chose qui ne va pas, je sais dire non. Mais bravo, mais encore une fois, un incident qui peut être terriblement douloureux sur le moment, mais qui finalement nous fait grandir. Il a été utile. Il y a une personne qui est un petit peu absente. C'est votre mari, parce qu'en fait, il refuse la thérapie de couple. C'est vous qui avez fait tout ce travail, et vous arrivez à quelque chose qui est sûrement bien équilibrant au long cours. Merci beaucoup de votre témoignage, et bravo, Emmanuel. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Bruneau est avec nous et je crois que je ne l'ai pas cité, et c'est bien dommage parce que c'est un livre très intéressant. Votre dernier livre, Éloge de la masturbation, aux éditions de la Musardine, pour ceux qui ont envie de mieux comprendre l'histoire de la masturbation, parce que on parle de la notion de couple qui évolue, qui change, mais alors la notion de la masturbation, qu'est-ce que ça a évolué aussi depuis quelques siècles. Pour les femmes, et elles ne le savent pas. Alors, c'est tellement important pour les femmes, absolument. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Pierre. Merci de témoigner, Pierre. Vous êtes également en couple depuis 30 ans. Oui. Donc, vous voyez, Philippe Bruneau, il y a quand même encore des couples qui tiennent. Oui, bien sûr. Tout à fait. Alors, racontez-nous. Vous avez parlé libertinage à votre femme à un moment donné ? Oui, tout à fait. Enfin, libertinage, je sais pas libertinage plus exactement. C'était un fantasme pour piquer un peu les ébats, effectivement, d'une tierce personne. Et ce qui effectivement a fonctionné pendant plusieurs mois. Et puis le jour est arrivé où je me suis rendu compte qu'elle me trompait. Donc voilà. Donc il y a eu une infidélité dans mon couple, mais elle a toujours nié, et toujours, puisque j'ai découvert qui était la personne, que c'était simplement un ami, et donc qu'il n'y avait pas de risque que ça aille plus loin. D'accord, donc elle n'a jamais reconnu? Non, jamais, non. Et qui était cette tierce personne dont vous parliez? C'est un homme, une femme? Un homme. Qui c'est qui avait décidé de la relation à trois? Qui c'est qui le désirait? C'était vous? C'était elle? Oui, c'était moi au départ, oui. Ah oui. D'accord. Et la tromperie n'a pas été avec cet homme? Si, justement. Oui, ça a été avec cet homme, oui. C'est-à-dire que la relation extérieure s'est poursuivie
alors que vous pensiez que vous aviez fait cette rencontre à quelques reprises en couple. Et oui. Disons que oui, c'est ça. Oui, elle a transformé le fantasme, mon fantasme, en. Oui, mais là, vous voyez toute la complexité de tout ça, c'est que vous lui ouvrez la porte d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui. Je suis pas en train de dire que c'est de votre faute, hein. Mais c'est terrible parce qu'on voit bien que c'est des jeux complexes, compliqués. Et puis, quel était votre fantasme ? Le fantasme de beaucoup de couples, je pense, au bout de quelques années, de mettre un peu de piquant et un fantasme érotique, et puis des jeux à trois. Voilà. Mais est-ce que c'était le fantasme que votre épouse puisse être avec un homme et de la voir jouir avec un homme, ou de vous-même pouvoir être avec un homme ? Car vous auriez pu choisir l'autre fantasme qui était de la rencontre avec une femme. Ah oui, également, oui, non, mais ça c'était aussi effectivement peut-être une seconde étape. Oui, votre idée, c'était de commencer à peut-être à essayer d'autres choses avec d'autres personnes, et puis vous avez commencé par proposer ça, et puis après, peut-être que vous auriez... Mais du coup, ça vous a complètement décidé d'arrêter tout ce qui pourrait s'apparenter de près ou de loin au libertinage, j'imagine. Oui, oui, effectivement, c'est vrai que quand vous jouez avec le feu, à un moment vous brûlez, donc vous remettez effectivement, vous avez les pieds sur terre, et puis vous réfléchissez, et puis vous regardez comment vous pouvez avancer. Mais est-ce que ce feu vous a plu, en tout cas, par exemple, à tous les deux ? Il s'est passé quelque chose dans votre couple ? Oui, tout à fait, oui, non, c'était décuplé, quoi. Effectivement, ça plaisait. Oui, ça a ravivé la flamme entre vous deux. Oui, tout à fait. Ouais, et même lorsque vous étiez seuls ensemble, je veux dire, où ça a atténué. Non, c'était quand on était tous les deux, c'était devenu un jeu, quoi. D'accord. Et donc aujourd'hui vous êtes toujours ensemble, hein, visiblement. Oui, toujours. Oui. Et c'est quelque chose que vous avez décidé d'oublier, de ne plus évoquer, ou est-ce que de temps en temps ça... Non, il y a des moments difficiles, il y a des moments où on en discute et on essaye d'oublier. Non, je pense qu'on n'oublie jamais, mais je pense qu'on essaye d'avancer et puis de discuter. Alors des fois c'est pas facile, des fois on se ferme, on se bloque, parce qu'il y a aussi une histoire de confiance. Donc on se pose de savoir si la confiance, est-ce que ça peut être, comment dirais-je, une continuité dans ce que vous avez connu auparavant, mais il y a eu le point, effectivement, la fidélité, et puis ensuite la culpabilité, et puis après, effectivement, vous faites un travail sur vous-même, puis vous avez essayé d'avancer, d'être constructif, et puis après, il y a toujours des questions, bien sûr. Il y a toujours des questions. Et ce serait quoi votre plus grande question à laquelle vous n'avez pas la réponse ? Savoir si on peut continuer comme ça dans le temps, ou est-ce qu'il faut s'arrêter, s'il faut... Voilà, c'est ça, en fait, c'est un point qu'il faut bien mesurer. Ça fait combien de temps que ça s'est produit ? C'était il y a à peu près 1 an. Ah oui, c'est en effet assez proche. Oui, c'est encore assez récent. Mais il me semble, dans ce que vous dites comme ça, intuitivement, il me semble qu'en fait, elle doit s'en vouloir, et c'est pour ça qu'elle s'arc-boute à nier. Oui, je pense. Elle doit le regretter, et elle doit se dire, faut parce que parce qu'à un moment donné, c'est un peu stupide de s'arc-bouter à nier. Vous seriez, vous seriez soulagé qu'elle reconnaisse et puis qu'on passe à autre chose. Oui, voilà, tout à fait. Je pense que ce serait plus intelligent. Il faut être ouvert d'esprit, et puis il faut garder. Effectivement. Mais peut-être que vous pouvez lui dire que de toute façon, vous lui pardonnez, que vous avez envie de rester avec elle. Peut-être que vous pouvez faire comme si elle vous l'avait avoué, et puis avancer. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait, c'est une excellente idée. Parce que sinon vous gardez vous êtes arrêté avec, si vous voulez, vous avez appuyé sur pause et vous vous êtes arrêté, donc vous pouvez plus avancer là.
Tandis que si vous faites comme si elle vous l'avait avoué, que bon, ben ok, et puis vous passez à autre chose, et puis vous continuez à avancer. Vous voyez ce que je veux dire ? Il me semble que c'est peut-être, enfin, c'est en tout cas le conseil que je vous donnerais. Il y a aussi le fait que vous disiez, elle a nié, mais ensuite elle a reconnu ou non ? Ou jamais reconnu ? Non, jamais. Non, mais non, jamais. C'est ça le problème, justement. Parce que on pourrait se demander, et peut-être le pense-t-elle, que d'une certaine façon, elle vous a pas trompé, puisqu'elle a poursuivi une relation que vous aviez amorcée. Enfin, c'est une manière d'être dans le déni quand même, Philippe Bredon, on est bien d'accord. C'est un déni. Et vous êtes certain, et vous avez dû douter un peu. Bon, on est en fin d'émission, je suis désolée Philippe Bredon, on est obligé d'en rester là, mais c'était en effet un témoignage important aussi, et je vous en remercie tous parce qu'on a eu des témoignages très très différents qui nous ont permis évidemment de comprendre à quel point c'est pas si simple que ce que pense votre petite étudiante qui débute dans sa vie amoureuse. Merci beaucoup Philippe Bredon en tout cas. Demain on sera avec Christian Jamin, on parlera du poids. Vous savez que les femmes se posent toujours des questions sur leur poids et Christian Jamin pourra donner des réponses. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Vrai Sud Radio. Parlons vrai.